Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure absolument centrale de la communauté séfarade d'Amsterdam, le rabbin Shelomo d'Oliveira. Et vous allez voir, à travers son histoire, on va comprendre pourquoi la maîtrise de l'hébreu était et reste la vraie clé de voûte de tout le savoir. Pour cette exploration, il faut le dire, tout de suite, on s'appuie sur une publication du portail soissefardi.org. C'est une ressource vraiment essentielle pour quiconque s'intéresse à la culture séfarade. Alors, comment on va procéder? C'est simple, notre parcours se fera en 5 temps. D'abord, on va planter le décor. Ensuite, on verra ce principe fondamental de l'éducation séfarade. Puis, on se plongera dans ses œuvres. On parlera de son héritage. Et bien sûr, à la fin, on vérifiera nos sources. Allez, c'est parti! Première partie, donc, un rabbin de l'âge d'or. On va essayer de se projeter un peu dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. Et là, il faut bien imaginer. Ce n'est pas juste une ville, c'est un véritable phare de tolérance, un refuge pour les juifs séfarades qui fuyaient l'Inquisition. C'est dans ce contexte, ce bouillonnement intellectuel et culturel, que notre personnage va non seulement trouver sa place, mais carrément briller. Alors, qui est-il, ce Shelomo de Livoireia? Il est né vers 1635, dans une famille qui avait dû fuir Lisbonne, et sa carrière, franchement, elle est fulgurante. Il devient un professeur à la Yeshiva Keter Torah, une institution super prestigieuse, et puis la consécration arrive en 1698. Il est nommé grand rabbin, le Havad Beddin d'Amsterdam. À partir de là, son influence va s'étendre à toutes les communautés séfarades en Europe. Pour vraiment comprendre son histoire, il y a un mot-clé qu'il faut absolument connaître, Anusim. Ça désigne les descendants de ces juifs qui ont été forcés de se convertir pendant l'Inquisition. C'est exactement le cas de sa famille. Eux, c'étaient les benvenistes en Espagne, et ils ont pris le nom d'Oliveira. D'ailleurs, la tradition familiale disait que ce nom rappelait leurs origines de lévites et l'huile d'olive fine utilisée dans le temple. On en vient maintenant au cœur du sujet. Dans la tradition séfarade, c'est un principe intangible. On ne peut pas sérieusement étudier la Torah si on ne maîtrise pas, et je dis bien parfaitement, la langue hébraïque. Ce n'est pas une option, c'est le prérequis. C'est la clé qui ouvre absolument toutes les autres portes. Et ce qui est fascinant, c'est la rigueur de ce parcours. Tout commençait par le dikduk, l'étude de la grammaire et de la prononciation. Il fallait maîtriser les consonnes, les voyelles, et même les théamim, ces petits accents de ponctuation. C'est seulement après cette étape qu'on pouvait passer à la sémantique, au sens des mots. Et bien après seulement, on abordait les textes complexes comme le Talmud. Et pour vous donner une idée de l'importance de tout ça, écoutez bien cette phrase. Si l'étudiant ne démontrait pas une maîtrise complète de la prononciation biblique, il n'était pas encore considéré comme alphabétisé. C'est énorme quand on y pense. L'alphabétisation, ce n'était pas juste savoir lire des lettres, c'était être capable de prononcer le texte sacré à la perfection. Sans ça, vous étiez encore, d'une certaine manière, un analphabète. Alors la question c'est comment le rabbin de Oliveira a-t-il contribué à cet idéal éducatif? C'est ce qu'on va voir maintenant en explorant ce que l'on pouvait appeler sa boîte à outils intellectuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces livres ne sont pas juste une liste. C'est un vrai système, un arsenal pédagogique complet. Un étudiant voulait s'attaquer au Talmud, il avait le Darjé Noam. La grammaire hébraïque ou araméenne posait problème, pas de souci, le Yad Lachon et le Dal Sefataim, écrit en portugais, rendaient ça accessible. Et pour le sens profond des mots, des glossaires comme Etz Haïm étaient là. L'objectif était clair, forger des étudiants autonomes. Maintenant, voyons un peu l'impact de tout ce travail. Comment cet héritage a-t-il traversé le temps? Parce que l'influence du rabbin d'Oliveira, elle ne s'est pas arrêtée à ses manuels. Non, elle a rayonné bien au-delà. Mais attention, il n'était pas juste un pédagogue, c'était un véritable polymathe, un poète hébraïque reconnu avec son œuvre Ailet Arabim. Son expertise était telle qu'il a validé des dizaines de livres avec ses askamot, ses approbations rabbiniques. Et sa curiosité l'a même poussé à traduire de l'arabe au portugais le monumental canon de la médecine d'Avicenne. C'est juste impressionnant. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais on parle d'écrits qui ont plus de 3 siècles. On pourrait se dire que c'est inaccessible, perdu dans des bibliothèques poussiéreuses. Alors la question se pose, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore accéder à ce savoir? Et la réponse, franchement, elle est assez bluffante. On pourrait penser que oui, tout ça est perdu. Et en fait, pas du tout. Grâce à la magie d'Internet, une grande partie de ses œuvres est littéralement à portée de clic. Une édition de 1682 qui regroupe plusieurs de ses traités est consultable par n'importe qui sur Google Books. L'héritage du rabbin d'Oliveira, ce n'est donc pas une relique, il est bien vivant. Voilà, on arrive à notre dernière partie. Et pour que tout soit bien clair et rigoureux, c'est important de vous montrer sur quoi on s'est basé pour vous raconter tout ça. La source principale, donc, qui est citée dans l'article de soissefardi.org, c'est le site de référence alara.org. Mais on ne s'est pas arrêté là, on a aussi fait une petite vérification externe.
La Jewish Encyclopedia, dans son édition de 1906, confirme déjà les grandes lignes de sa biographie. Et de plus, ses œuvres sont bien répertoriées dans le catalogue de la Bibliothèque nationale d'Israël, ce qui prouve bien leur existence et leur importance. Et on termine donc en rappelant que cette analyse s'appuie sur une publication du portail suezsephardi.org. Au final, l'héritage du rabbin d'Oliveira nous laisse avec une idée qui ne le vieillit pas. La vraie connaissance commence toujours par la maîtrise de sa langue. C'est une leçon qui résonne d'une manière assez particulière aujourd'hui. Ça donne à réfléchir, non ? Merci de nous avoir suivis.